Allez, bien le bonjour à tous. Suite de l'épisode comment c'est-il la vie qu'elle est arrivée sur Terre. Bon, je tiens à préciser quand même qu'en fait les informations ici qui sont données, sont juste inédites et en moyenne juste vraies. Donc bon, désolé pour tous ceux qui pataugent. Mais là, nous, le but, c'est pas tellement de vous faire un aperçu des fantasmes qu'on peut avoir dans l'éther, ça n'a aucun intérêt, et ce que peuvent nous souffler les dédés, les êtres astraux, les choses comme ça. Donc là, l'intérêt, c'est quand même de définir une connaissance de façon à ce que on puisse réellement voir plus clair dans comment ça s'est passé la vie sur Terre. Au passage, quand même, je résous en fait toutes les grandes questions et je vire toutes les grandes approximations et aussi tous les grands mensonges de l'histoire. On y reviendra à travers d'autres vidéos pour les mensonges de l'histoire. Donc, alors, on s'était arrêté à l'époque d'il y a moins 65 millions d'années. Donc là, on avait une grande extinction, mais après, ça a commencé à reprendre vie. Donc, les jardiniers de la Terre sont revenus, il a fallu semer des vies adaptées puisque le climat sur Terre change, puisque la Terre s'éloigne un petit peu du Soleil. Il fait de fait légèrement moins chaud. Alors, elle n'a pas bougé de 5-6 fois la distance Terre-Soleil, elle a légèrement reculé, ce qui a permis qu'on passe d'un climat tropical total sur l'ensemble de la planète à un climat tropical à l'équateur et des climats dégressifs et en fait du plus chaud au plus froid en allant vers les pôles. Donc ça c'est donc quelque chose, on va dire, qui a été créé par un impact, par un incident entre guillemets, mais qui va juste faire changer cette planète de climat et qui va le rendre plus équilibré, plus propice aussi à des différentes variétés de vie. Il faut voir qu'avant, on avait des variétés de vie qui devaient être toutes calées sur la chaleur, l'humidité et les choses comme ça. C'est pour ça qu'on avait des dinosaures et qu'on ne pouvait pas tellement mettre certains êtres parce que le contexte était véritablement difficile physiquement. Alors, on aurait pu mettre des espèces hyper spécialisés, des êtres humains spécialisés, mais ce n'était pas encore l'heure. Ça, c'était encore, il y a un plan dans chaque chose, un jardinier de la Terre, il organise la vie sur une planète. On ne met pas des êtres humains tout de suite, des soi-disant civilisés, parce qu'en fait, il faut des conditions, il faut des vibrations, voilà. Et puis, on pourrait le faire, bien sûr, mais là, le projet, c'était déjà de terraformer naturellement la planète Terre. Puisque là, mettre des animaux qui vont mourir, pourrir, et des plantes qui vont mourir et pourrir, ça fait de la terraformation. Toutes ces plantes et tous ces animaux purifient l'atmosphère, changent toutes les bactéries, tous les virus, des choses comme ça, vont changer l'atmosphère de base en une atmosphère beaucoup plus viable pour des espèces beaucoup plus, on va dire, non spécialisées. Puisqu'en fait, le problème, c'est ça, dans des conditions extrêmes, on a des espèces très spécialisé et après, un peu plus tard, un être humain, il n'est pas très spécialisé, il est adapté à son milieu, mais ça reste une créature qui a besoin d'un milieu un peu plus docile qu'au départ quand même. Sinon, c'est la cata, il ne peut pas survivre. Donc voilà, alors, on va passer, donc là on est à 60 millions d'années, il y a des zones de savane qui commencent à se créer, tout simplement, puisque le temps étant plus sec, les arbres meurent, entre guillemets, dans certains endroits il fait chaud, sec, on va avoir l'apparition des premiers déserts, chose qui n'existait pas avant, donc on va avoir des apparitions de zones sèches, donc on a aussi des zones mitigées, semi-sèches, comme les savanes, les choses comme ça. Du coup on met des petits animaux en plus, comme les chauves-souris, les équidés, les choses comme ça, du coup pour brouter de la savane, puisqu'on a des petits broutards. Donc on a de l'herbe à manger, on met des vaches, on met des équidés, on met des trucs comme ça. Alors tout ça, moins 60 millions d'années, on est encore sur des animaux assez massifs, on est encore sur des trucs bien costauds. 50 millions d'années, là, il y a encore... Les jardiniers de la Terre, à cette époque-là, commencent à venir de plus en plus. Ils sèment, ils mettent un petit truc. On met en culture parfois des animaux dans des planètes. En fait, pas du système solaire, mais d'autres mondes très loin, qui appartiennent au système des jardiniers de la Terre. Il y a des planètes qui sont des planètes de culture. D'ailleurs, comme ça a été fait sur Terre, au niveau des... Il y a les Indiens...
en Amérique du Sud, oui, enfin, des petits Indiens de là, enfin, c'était des, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais enfin, c'était pareil, c'était une mise en culture pour les amener dans un autre monde. Donc, les jardiniers de la Terre font ça, c'est-à-dire qu'il y a des planètes qui sont pleines de vie, on va cultiver, entre guillemets, laisser progresser une espèce. Une fois que l'espèce a bien progressé, on est content, il y en a assez, on en prend une petite part et hop, on la met sur une autre planète. On s'économise l'effet créationnel et sur deux mondes exactement pareils, bon, bah, on n'a pas de choc, entre guillemets, et en fait, du coup, ça s'adapte bien. On n'est pas obligé de créer directement. On peut aussi avoir des créations qui sont déjà faites. Donc là, pareil, 50 millions d'années, on a des baleines primitives qui sont semées, donc des baleines plus grandes qu'aujourd'hui, plus primitives. Là, l'océan n'est pas encore aussi propre, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Bon, bien que maintenant, il soit hyper dégueulasse en très peu de temps. C'est un miracle de la nature humaine. 20 millions d'années, là, c'est assez amusant parce que nous, on regarde, bon, ils annoncent que c'est celui qu'ils ont appelé Toumaï. Donc, ils annoncent qu'ils ont trouvé Toumaï et puis que Toumaï, il n'avait pas de queue. Donc, en fait, alors nous, on a regardé, mais en fait, le problème, c'est que Toumaï, en fait, c'était un seul individu qui n'avait pas de queue. Peut-être perdu à la naissance, coincé quelque part, mais en fait, Toumaï, à l'origine, c'était un singe et c'était pas un hominidé, il faisait partie de la famille des singes et il n'avait pas de queue parce que bah, c'était un accident de parcours. Donc ils sont tombés sur le seul Toumaï qui n'avait pas de queue parce qu'il l'avait perdu en se battant ou coincé sous une pierre ou un truc comme ça. Donc il y a des petits erratums, on va dire, quand on trouve un fossile parce qu'il n'y a que celui-là, c'est pas forcément la référence de tous ceux de son espèce. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a parfois un gogol qui n'est pas pareil qu'un être normal. On a beaucoup moins d'handicapés que d'êtres dits normaux. Encore que quand on voit la race humaine, on se dit qu'ils sont vachement handicapés quand même. Ils sont handicapés par leurs propres conditions d'existence. Donc là, l'idée c'est que donc Toumaï n'est pas l'exemplaire réel de cette époque. Ce petit singe, en fait, avait une queue à l'origine et lui, il l'avait perdue. Donc bon, c'est pas de chance, mais du coup, là, ils ont cru qu'ils avaient déjà une sorte d'ébauche, mais il n'y en avait pas du tout. Ensuite, là, en fait, les jardiniers de la Terre, ils viennent très souvent. C'est-à-dire, on passe, on repasse, et on va littéralement, entre 5 et 3 millions d'années, par exemple, et 2 millions et demi, des trucs comme ça, on va commencer à poser des hominidés. Alors, les hominidés ne sont pas construits sur place, avec des petits bouts de bras, des petits bouts de jambes. Non, non. On va, là, cette fois-ci, les hominidés sont élevés sur des planètes, on va dire de la Fédération galactique des jardiniers de la Terre, et non pas des Dédés. Donc en fait, il y a des planètes, des mondes fertiles sur lesquels on a des espèces qui se développent bien. Les conditions vibratoires sont supérieures à la Terre, donc il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trucs comme ça, mais on a des espèces simples. Et en fait, qu'on laisse proliférer, on regarde que tout va bien et on les laisse proliférer. Quand on voit qu'ils ont suffisamment proliféré, on en prend une certaine partie. Alors je vous rassure, les jardiniers de la Terre sont quand même très humains dans la façon de faire. Ils font pas genre toi là, toi avec le gros pif, tu viens avec moi. Donc non, non, on prend un groupe ethnique, une famille, tous ceux qui s'entendent entre eux et qui créent un groupe ethnique. Alors petit détail, en fait, les jardiniers de la Terre se déplaçant à une vitesse non pas supérieure à la lumière, mais surtout par vortex, en fait, on va sur un monde. On part de Paris-Estiran, on va sur un monde fertile qui se trouve à une année-lumière, qui se trouve dans un autre univers, peu importe. Ça prend à peu près 2 minutes, 3 minutes, le temps de laisser chauffer la machine. On fait juste un saut dimensionnel, boum, on passe par la 5e dimension, on ressort, boum, on y est tout de suite, et ça se fait très vite. Aussi vite que nous, on le fait par la pensée, ça se fait avec, on va dire, un vaisseau de ce type. Le vaisseau, simplement, donc, arrive en une fraction de seconde sur le monde. On prélève les individus. Alors, pour les prélever, tout simplement, les jardiniers de la Terre utilisent des fréquences, en fait, des fréquences où ils vont simplement hypnotiser, en gros, une partie de la population, vérifier qu'ils prennent tout le village, femmes, enfants, tout le monde, hop, ils prennent tout le village ou toute la communauté qui s'entend et qui vit dans un certain secteur, avec plus ou moins l'approbation, puisqu'en fait, véritablement, ces individus-là voient passer les jardiniers de la Terre assez souvent. Il y a un siècle, de mémoire
de ces hommes-là, ils savent qu'il y a des sortes de dieux qui viennent et qui prélèvent une partie de la population. Donc il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de choc émotionnel. Les individus sont légèrement hypnotisés pour tous les embarquer, ils prennent leurs petites affaires à main, ils prennent ce qu'ils ont besoin avant de partir, ils prennent tout ce qu'ils ont besoin, tout le monde embarque dans le vaisseau tranquillement, un peu dirigé mentalement pour que tout le monde soit tranquille, et ensuite le transport ne prend pas 10 milliards d'années pour aller sur la planète Terre, sinon ils seraient tous morts en arrivant. On ne les congèle pas, on ne fait pas de cryo quelque chose, non, on se déplace trop vite. Donc en fait ce qui se passe c'est que le vaisseau a fait chauffer pendant 1 ou 2 minutes, ensuite tape l'adresse si on veut sur le clavier, il n'y a pas de clavier mais c'est comme ça, donc on tape l'adresse dans sa tête, on voit où on va arriver et hop, il y a une forme de téléportation dimensionnelle, donc c'est les trous de verre, hein. C'est le système du trou de verre, on passe par le trou de verre, on ressort, il s'est écoulé 2 minutes et on repose les personnes. Donc l'opération est courte, absolument pas traumatisante puisque la population arrive, évidemment se familiarise avec le paysage, les jardiniers de la Terre étant un rien pas bête, ils les emmènent à un endroit où il y a bien sûr de la nourriture comme chez eux, un paysage comme chez eux, et là, en gros, on pose les individus et mentalement, les individus sont instruits que ça y est, ils sont arrivés à leur nouvelle maison, en gros. Alors, selon le taux de développement, évidemment, les individus comprennent plus ou moins ce qui s'est passé, mais très rapidement, on perd la mémoire puisqu'ils se racontent un peu les événements à leur manière, même si on a des australopithèques, Homo erectus, tout le panel de ce que nous, les humains, on a défini comme des espèces, le néandertalien, les trucs comme ça, le Cro-Magnon, en fait, ça a été des apports, encore et encore. On va chercher sur un monde, un autre, et on met des nouvelles souches. Il faut savoir, comme il y a une infinité de mondes, les jardiniers de la Terre peuvent disposer d'énormément de planètes où les conditions sont très positives et que ça se développe tranquillement. Sachant évidemment que pour ensemencer un monde comme le nôtre, on ne va pas ensemencer des millions d'individus. On va poser une centaine par là, et encore, on les pose par petites tribus cohésives on va dire, de 25, 30 individus qui survivent ensemble, qui sont des petites communautés et qui ont l'habitude de faire ce qu'ils font. C'est pour ça qu'en fait, certains individus arrivent et savent faire quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'ils ne viennent pas de ce monde-là. Même chez les australopithèques, l'âge de pierre, l'âge de Paul, des trucs comme ça, les individus arrivent et ils taillent des silex. À un moment donné, on vous dit qu'à 2,5 millions d'années, l'être humain se met à tailler des silex. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est apporté d'autres mondes primitifs et il a déjà commencé à préparer des outils. Donc on le prélève là, il prépare des outils, il arrive sur Terre, il cherche une carrière. Les jardiniers, d'ailleurs, assistent littéralement l'atterrissage, montrent un petit peu le décor, et s'il y a des pierres pour faire des outils, ils vont bien sûr montrer, par exemple, un endroit typique où le petit village va pouvoir faire, par exemple, des haches en pierre, des choses comme ça. Donc il y a une assistance qui est permanente. À cette époque-là, les jardiniers passent, se posent, demandent si tout va bien, ils prennent un peu le thé, ils regardent un peu comment ça se passe, pouf, ils remontent. Là, c'est une époque où les jardiniers de la Terre sont en permanence en contact et réellement vont et viennent dans l'atmosphère. C'est une planète qui est en cours de développement, le projet se passe bien, ça va, rien à dire. Donc là, après, il y a les Cro-Magnon, Homo sapiens, Homo erectus, Homo machin, Homo bidule. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On amène encore des spécimens qui viennent de ce fait, on va dire, de tout un tas de galaxies différentes et de tout un tas d'univers différents. En fait, voilà. Mais ils viennent là et ils sont compatibles, bien sûr. On ne va pas amener un truc absolument incompatible qui va arriver, qui va crever ou qui ne va pas pouvoir se reproduire avec la souche existante là et puis qui ne va rien donner. Évidemment, tout est coordonné, la génétique est étudiée de façon à ce que ça soit cohérent et c'est comme ça que, on va dire, on fait évoluer les espèces. Quand on voit que ça y est, ça avance plus tellement, on remet une nouvelle espèce un petit peu plus évoluée et hop, ils se mélangent. Les souches étant compatibles, en fait, évidemment, il y a des hybridations. Les scientifiques le savent, à un moment donné, on avait Cro-Magnon
Néandertal et Sapiens en même temps. Alors bon, la théorie de l'évolution s'effondre dans ces cas-là, puisqu'en fait, soi-disant, l'un a laissé la place à l'autre chez les hominidés, alors c'est totalement faux. En fait, quand on amenait des souches, certains villages ne rencontraient pas les nouveaux, parce qu'ils étaient trop loin par là ou trop loin par là, donc ils ne les rencontraient pas, et de ce fait ne se reproduisaient pas avec, n'échangeaient pas, ne faisaient rien. Du coup, on a parfois des néandertaliens, comme j'en avais parlé déjà dans des vidéos, qui sont restés néandertaliens. Des grands bonhommes avec des putains de bras, costauds, très proches, on va dire, de l'instinct animal, donc très peu de communication verbale, et en fait, donc des êtres primitifs, entre guillemets, mais qui sont là, invariablement doux. C'est un peu comme des Sasquatch, entre guillemets, c'est de l'homme et de l'animal mélangés avec l'instinct animal et le calme animal. Le calme animal d'un singe. Un gorille, bon, qui est un animal qui peut être ombrageux, n'est pas un animal agressif, agressif à tort. Par exemple, il ne va pas vous faire un caca nerveux parce que vous lui avez piqué sa feuille. Bon, il y a de l'autorité, il y a des choses comme ça, mais les gorilles, les singes, les chimpanzés ne sont pas, on va dire, agressifs à mauvais escient. Il y a chez les chimpanzés, par exemple, des agressivités, des guerres, des choses comme ça. Ils ont des comportements, on va dire, parfois qui peuvent paraître assez brutaux, mais il y a des raisons, il y a des effets de domination, hein. Il y a le chef, il y a tout ça, l'autre, il a pris ma femelle, patati patata. Donc, on va dire, il y a une histoire derrière, un problème qu'un grand chimpanzé ou gorille va avoir avec un autre, il y a une histoire. Il y a pas, c'est pas gratuit. C'est pas comme chez l'homme, c'est pas pour une question de bénéfice, c'est pas pour une question de qui a la plus belle voiture ou des choses comme ça. Ça n'existe pas dans leur esprit. Il y a vraiment une limite. Et là, chez les hominidés, ça a été pareil. Tant que les hominidés sont restés du côté de la nature, ils avaient la connexion à la nature. Même les Homo sapiens, de départ, en fait, avaient la connexion à la nature. De ce fait, la connexion instinctive avec la nature. Ils voyaient les esprits de la nature, ils vivaient dans un espace naturel et en fait, ils communiquaient avec la nature. Ils avaient des instincts directs. Un hominidé, un Homo sapiens ou un néandertalien, il va prendre une plante, il va sentir qu'elle n'est pas bonne. Pourquoi ? Son instinct lui parle. Son troisième corps, en fait, lui parle, il prend la plante, il la renifle, ça lui paraît pas bon. Donc, il ne va pas la manger. Par sécurité, c'est de l'instinct. Un animal a de l'instinct, un être humain, il trouve une plante, il la mange, il meurt. Pourquoi ? Il n'a plus aucun instinct. Il y a juste le cérébral qui fonctionne et il est déconnecté de son environnement. Là, tous les êtres qu'il a pendant, on va dire, 5 millions d'années, qui sont, on va dire, arrivés sur Terre et qui ont été semés par les jardiniers de la Terre, conservent cette part de naturel et ne sont pas, on va dire, l'homo tablette ou l'homo portablus d'aujourd'hui, hein, donc l'homo moderne, modernus stupidus qui a complètement détruit la planète. Ils ne sont pas comme ça. Ils font partie d'un cadre, ne font pas de grands regroupements de millions d'individus comme dans des villes. Ils vivent en petites communautés comme les animaux. Les animaux vivent bon, sauf les grands herbivores qui font des grandes communautés, mais là, on est sur, on va dire, des hominidés. Donc, la base, c'est bien, effectivement, des hominidés qui sont issus de modifications à base de grands singes. Ça, c'est la base. Donc, on a choisi, en fait, les singes pour faire des hominidés, mais sur d'autres mondes, on choisit les reptiliens pour faire des dragons. On fait une souche reptilienne, on fait des dragons, et après, si on veut faire évoluer le truc, on fait des reptiliens avec 2 bras, 2 jambes, on rend pratique, entre guillemets, l'aspect, la possibilité de sortir de son monde, entre guillemets. Parce qu'en fait, pas de bras, pas de chocolat, mais surtout pas de bras, pas de vaisseau, hein, parce que pas pouvoir bricoler, pas pouvoir assembler, pas pouvoir faire certaines choses. Donc, les mains, c'est quelque chose qui est en fait démocratisé dans le multivers, c'est pour pouvoir fabriquer. Après, certains fabriquent par la création mentale, mais il y a des espèces, s'ils n'ont pas en fait, d'outils manuels, il va falloir qu'ils compensent par le mental, mais ils n'auront pas les mêmes civilisations. Donc, pour en revenir à notre planète Terre, là, en fait, aujourd'hui, les espèces sont issues en base de fond, de l'ensemble de ce métissage. C'est-à-dire qu'on a sur Terre, à un moment donné, je dirais vers 500 000 ans, on a
il y a 500 000 ans, on a sur Terre des souches plus ou moins mixées. Il y a des fois, elles ne sont pas mixées du tout. On a encore du néandertalien, du cro-magnon, et on a du sapien cro-magnon, sapien néandertal, du sapien machin. Bon, on a un mélange sur Terre partout. À partir de là, donc après, là, je vous raconterai, ça c'est l'histoire de l'Atlantide. Là, on va faire une parenthèse, on va faire la parenthèse de ce qui a été créé en parallèle. C'est-à-dire que là, ça a été l'évolution normale, naturelle, on va dire avec un plan bien défini, on met des petits humains, on met des trucs, on sème la vie. Bon, il faut savoir qu'à l'époque là où toutes les espèces sont incorporées, on surveille la petite création, on fait attention, voilà. On est là et on regarde si tout va bien. En permanence, les jardiniers de la Terre s'arrêtent, vont pas discuter puisque certains hominidés n'ont pas en fait de langage. Ils ont des rictus, ils ont des choses comme ça, des petits grognements, des choses comme ça pour communiquer. Faut comparer ça à un singe. Un singe, il fait pareil, il fait des bruitages, ils communiquent entre eux par des bruitages qui veulent dire des choses précises. Et là, c'est pareil. Bon, après, ça se perfectionne, il y a des formes de langage qui naissent, mais c'est très primitif. C'est pas une vraie langue, c'est pas une écriture ou une chose comme ça. On n'en est pas là, c'est pas le but. Là, le but, c'était de mettre des hominidés un peu partout, qui se dispersent naturellement et qui s'adaptent à leur coin. Évidemment, pour être, on va dire, adaptés à la région dans laquelle ils sont. S'il fait froid, ils résistent au froid. S'il fait chaud, ils ont la bonne couleur pour en fait ne pas griller. Hein. On a des singes qui ont la peau très noire. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des régions, ils ont un cuir qui est résistant. Selon les régions, le cuir va être différent. La taille du singe va être différente et pour s'adapter à l'humidité, à la chaleur, ensuite aux conditions d'abrasion de l'extérieur. Si vous êtes en forêt tropicale, c'est l'humidité, il faut avoir une bonne aération en fait du corps. Si vous êtes dans des zones chaudes et sèches, il faut être plus grand, il faut refroidir le corps. Dans l'endroit humide, il faut être plus petit pour avoir un petit corps de façon à pas, on va dire, à pas en fait trop transpirer et trop échanger, on va dire, avec l'extérieur. Donc, toutes ces choses-là s'organisent d'un côté naturellement, mais de l'autre côté a été un peu prévu et semé. On a tout un tas de branches qui se font et qui sont différentes, ne sont pas tout à fait pareilles. Parce que selon que Sapiens va s'être croisé avec un néandertalien qui se sera croisé lui-même avec un Homo erectus ou un truc comme ça, on va dire on a des branches qui se font et avec différentes souches, ça donne parfois des familles, entre guillemets, des souches qui sont différentes, adaptées, qui ont survécu dans des endroits un peu plus froids, un peu plus chauds, un peu plus humides. Donc, ils ont déjà changé. Et comme le mixage n'est pas forcément le même, puisqu'on a des souches qui arrivent selon les milliers d'années, on a des souches qui arrivent et chacun s'adapte. Et de plus, il se passe quand même à peu près 5 millions d'années, à peu près entre moins 5 millions et, on va dire, 500 000 ans, on a 4 millions et demi d'années où tout ça, ça se brasse et ça s'organise, pas tout seul, mais en tout cas, il y a le petit hasard du fait que chaque souche va se reproduire avec le petit gars qui arrive, va pas voir de gars qui arrive, va rester un petit peu sur un modèle ou sur un autre. Donc là, on a de la variété, on a des espèces, on va dire, plus ou moins évoluées génétiquement. On ne va pas parler d'évolution ni spirituelle, ni intellectuelle, ni quoi que ce soit. On a encore des êtres naturels. Vraiment des êtres naturels, proches de la nature, plus ou moins doués de leurs mains, de leur tête, pour créer des outils, pour créer des habitats, pour s'adapter à leurs conditions. Voilà. Et plus ils sont inhabiles, plus ils sont adaptés sur le plan naturel. C'est la compensation. S'ils sont plus intelligents, ils sont un tout petit peu moins adaptés parce qu'ils compensent par le mental. Ils vont créer des petites huttes, des petits machins, des trucs, ils vont faire des habitats, ils vont faire du feu parce que ils sont un peu plus fragiles. Ceux qui sont vraiment moins fragiles, beaucoup plus bruts, vont pas créer tout ça parce qu'ils sont beaucoup plus en contact avec la nature et sont beaucoup plus adaptés à un côté naturel. Donc, pas besoin de faire du feu pour manger, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils sont herbivores, tout simplement. Ils sont herbivores, insectivores. Ils vont donc se nourrir de cueillettes. C'est pas des chasseurs-cueilleurs, c'est que des cueilleurs. Et ensuite, quand l'être humain se met à chasser, manger de la viande, c'est parce qu'il a besoin d'apports différents.
son rythme de vie change. De ce fait, il mange de la viande au début crue et ensuite il la cuit quand il a trouvé le feu. Hop, il fait cuire un peu ses petits steaks, bon, parce qu'il trouve ça meilleur. Donc, les choses s'adaptent selon aussi que les croisements vont créer un être qui biologiquement va être moins solide, il va être plus évolué, il va créer des outils, il va créer de l'art, des petits dessins, des choses comme ça, mais lui-même, biologiquement, c'est moins un champion, il est moins fort, moins rapide, il a moins d'instinct. De ce fait, il compense avec le mental. Son cerveau commence à grossir et il commence à bricoler en fait. Tout ça se fait relativement naturellement au fil des croisements pendant 4,5 millions d'années. On obtient, il y a 500 000 ans, un être humain dit moderne, mais encore connecté à la nature. Ça, c'est un détail qu'il ne faut pas oublier. Donc, il a encore l'instinct. Il fait partie de son environnement et il n'a pas l'idée, par exemple, de détruire son environnement pour son propre plaisir. Il en est dépendant, il en a l'instinct, il le sait. Quelque part, c'est gravé en lui, je suis un hominidé de mon environnement, je ne casse pas tout. Chose qu'aujourd'hui, les êtres humains n'ont plus. Puisqu'en fait, comme ils sont déconnectés de la nature, il y a une sorte d'inconscience qu'ils sont des hominidés de leur monde et qu'il ne faut pas détruire la nature. Ensuite, nous allons donc parler. Là, c'est la fin de cette période-là au niveau de la création. C'est la fin de la période où on fait du simple et classique. Et après, on y reviendra. C'est des périodes beaucoup plus complexes. Très complexes. Et il y aura d'autres vidéos là-dessus qui préciseront d'autres choses. Je vais en faire une générale. Là, je vais vous donner certaines généralités. Mais en fait, après, on rentrera dans des complexités parce que ça mérite qu'on s'y attarde un peu. Alors, on va faire là les expériences qui ont eu lieu hors du temps, entre guillemets, hors du temps classique, hors de cette évolution que je vous ai donnée, l'évolution normale, ordinaire de la planète Terre. Il y a eu aussi des expériences et on a joué à voir si certaines espèces pourraient, on va dire, s'installer là à un moment. Donc, des petits tests pour voir un peu comment ça marche. Donc, nous, on note dans les terres que les conditions vibratoires de la Terre étaient on va dire, assez positive à l'époque où les jardiniers de la Terre arrivent, en fait, et tout est naturel. Les conditions vibratoires sont bonnes, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de dédés, c'est une jeune planète, la vie offre, on va dire, des vibrations tranquilles. Donc voilà, ensuite, nous, en fait, les jardiniers de la Terre ont créé une première espèce il y a 3,5 milliards d'années, 3,6 milliards à peu près. Donc là, c'était en plein boom de la vie. Il y a des fois, les jardiniers de la Terre, en fait, restaient 100 ans, 150, 200 ans sur place, avec le vaisseau, on bricolait, on faisait des trucs, ce qui pour un jardinier de la Terre était vraiment un détail au niveau du temps. Donc on restait sur place et de ce fait, on se disait, bah, tiens, on va en profiter pour faire une petite colonie d'hominidés, enfin de trucidés, on va dire. À l'époque, il faut voir que les conditions de vie étaient très différentes. Donc ce qui était créé, directement là, était créé sur place par l'effet de création, comme je vous ai expliqué. Et bon, il y a 3,6 milliards d'années, on avait créé une petite colonie en fait de petits êtres marron foncé, pas très grands. Alors, ils étaient pas très, ils étaient non fertiles, ils étaient pas très malins non plus. Donc c'était un essai un petit peu pour voir, bon ça, tiens, ça marche. Donc ils étaient non fertiles puisque la colonie était amenée à n'être que temporaire. Donc il ne fallait pas qu'ils se reproduisent parce que de toute façon ça ne valait pas le coup. On n'allait pas rester des milliers d'années, donc c'était vraiment un essai. Bon, ils pouvaient servir en fait de petites mains aux jardiniers de la Terre parce que certains jardiniers de la Terre avoisinaient les 8 mètres. Difficile de gérer des petites choses quand on fait 8 mètres, donc même si d'autres étaient plus petits. Mais on crée une espèce qu'on essaye en fait de faire subsister tranquillement dans un cadre. Donc pour ce faire, on crée une enceinte, on crée une zone, parce qu'en fait, bon, par exemple, on choisit un lieu où il n'y a pas trop d'éruptions volcaniques, pas trop de catastrophes, donc on choisit le bon lieu. On va installer une petite colonie de jardiniers de la Terre et on va installer une petite colonie de genre petites bêtes, petits trucs marrons, foncés. Donc la colonie a duré 100, 150 ans, où ils ont pu, on va dire, faire ce qu'ils avaient à faire dans le laps de temps de vie qui leur était consacré, qui était possible pour eux.
C'était des êtres qui n'étaient pas immortels, donc ils ont vieilli et ils sont morts. Ensuite, nous, les jardiniers de la Terre, on a tiré des conclusions par rapport à ça. Il faut savoir que l'atmosphère était très différente, donc c'était des êtres qui étaient adaptés à respirer dans une atmosphère qui était hyper soufrée, hyper ammoniaquée. Donc, parce que bon, la planète Terre, au départ, c'est quand même l'atmosphère, c'est pas la même qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup moins d'oxygène, beaucoup plus de dioxyde de carbone, de choses comme ça. Donc l'atmosphère était, pour nous, en tout cas, d'aujourd'hui, absolument irrespirable. Donc là, ils étaient adaptés. On fait un petit essai, bon, ils sont morts naturellement, et ensuite, on a remballé, on avait autre chose à faire, on est rentré prendre le café sur Paris-Estiran. Ensuite, on a refait une petite colonie. Alors, je pense qu'on était bloqué sur marron, donc on les a fait marron clair. On les a fait un marron clair, une petite colonie. Ils étaient presque fertiles, on va dire presque pas fertiles. Bon, ils sont ils sont un peu développés. On est resté un certain temps, mais ça n'a pas bien marché. C'était pas concluant. Donc ceux-là, bon après, c'est pareil, ils sont morts, ils se sont tous éteints. Hop, puis après on est reparti. Donc là, c'est des laps de temps, 150, 200 ans. On peut retrouver, et c'est là la blague, on peut retrouver, je vous ferai un détail de tout ça, ce qu'on appelle les ooparts, hein, donc les outils, les bricoles qui ont été retrouvées partout dans les couches géologiques. Dans certains endroits, les jardiniers de la Terre ont créé des petites civilisations éphémères, et de ce fait, ils ont fourni à leur civilisation éphémère des petits outils, des trucs simples, de façon à ce que la petite civilisation s'occupe, on va dire. Donc, c'est ce qui est retrouvé fréquemment dans les couches géologiques. Alors, fréquemment, non. Faut bien, on va dire, noter que à certains endroits, il y a eu une colonie, donc il faut vraiment tomber dessus pour pouvoir trouver quelque chose. Parce qu'autrement, comme il n'y a pas eu de par le monde des tas de colonies, il faut vraiment tomber le petit coup de peau, poum, vous tombez sur un objet qui a appartenu à quelqu'un il y a 1,6 milliard d'années. Voilà, vous tombez là-dessus. C'est pas un phénomène de hasard, hein, parce que la source aime bien jouer à ça, et les jardiniers de la Terre aussi voient très loin dans l'avenir et peuvent même déposer un objet à un endroit pour qu'il soit trouvé 5, 10, 100 millions d'années ou 1 milliard d'années plus loin. C'est quelque chose qui a déjà été fait. Je vous expliquerai. Donc ensuite, on a créé une petite colonie, alors là qui est un petit peu plus connue, qui a laissé un petit peu plus de traces, c'est ce qu'on appelle les petits violets. Alors ça c'était il y a 800 millions d'années. Là on a fait un essai un peu plus vaste, et de ce fait on a vraiment créé un petit groupe qui pouvait se reproduire. Ils n'ont pas duré très très longtemps parce que on a fallu arrêter l'expérience parce qu'il y a eu un pépin. Donc là ils étaient plus nombreux, littéralement une petite ville, entre guillemets, hein, ils étaient étalés dans un petit village, il y avait une petite hiérarchie chez eux, ils servaient d'assistants aux jardiniers de la Terre, ils étaient là pour les petites choses quotidiennes, on leur fournissait des technologies pour qu'ils galèrent pas à se chauffer ou des trucs comme ça, donc voilà, on va dire une petite colonie, donc ils étaient petits, ils étaient plutôt violets, ils étaient pas vraiment ils avaient une forme humanoïde, mais ils n'étaient pas top humains. Hein. Et ils étaient encore, il y a 800 millions d'années, ils étaient encore adaptés, bien sûr, à l'environnement respiratoire, naturel, température. Donc, ils étaient adaptés. Et donc, à cette époque-là, Lobsang l'avait raconté, et donc nous, on a simplement été vérifier le bien fondé des choses. Lobsang avait raconté qu'un petit groupe d'individus s'était immiscé dans un vaisseau et avait voulu prendre une source d'énergie des jardiniers de la Terre, et comme ils n'étaient pas, on va dire, ils n'avaient pas de malice en eux, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient, les jardiniers de la Terre ne se sont pas méfiés en fait, et du coup un petit groupe est venu, a pris entre guillemets une source d'énergie importante, et ils ont voulu l'utiliser, et ils se sont fait péter la carafe avec. De ce fait, ça a un peu mis fin à l'expérience, et les jardiniers de la Terre du coup ont dit on évite de trop collaborer de trop près avec, pour le moment, avec des petites créations comme ça qui peuvent faire des bêtises, et en fait donc on va éviter de laisser du matériel hautement technologique et qui peut être mal utilisé, on va dire à la portée des enfants. Hein. Donc ils ont cassé un vaisseau, ils ont fait exploser une sorte de batterie, en la manipulant n'importe comment, ils ont voulu jouer aux adultes, et ils ont fait un gros bordel. Ça c'était il y a 800 millions d'années. Bon,
c'est pas littéralement extrêmement grave, mais ça a quand même fait un bon cratère avec des pertes tout autour. Hein. Donc il a fallu un petit peu remettre de l'ordre là-dedans. Donc ça, c'est une dernière expérience un peu foirée des petits violets. Alors ensuite, on va dire, on saute là, on saute toute une époque où on va continuer de semer la vie, mais les hominidés, pour l'instant, s'en occupent pas. Et par la suite, par la suite de tous nos petits hominidés qui ont été semés jusqu'à 500 000 ans, là, on laisse encore un peu évoluer, et les jardiniers de la Terre s'en vont et préparent le projet Atlantide. Donc, pour ce faire, il y a quelques jardiniers de la Terre qui restent sur Terre, du côté de l'Utah, ouais, c'est l'Utah, ouais, du côté la grande plateforme en pierre, là, dont je vous avais fait la première vidéo il y a maintenant plus d'un an et quelques. Donc les grands dallages, comme j'avais expliqué, la pyramide et trucs là, ça c'était la dernière base d'attente. Vive là en attendant que les copains reviennent. Donc qui a été fabriqué il y a 400 et quelques mille ans, qui a servi jusqu'au retour des jardiniers, donc à peu près entre 150 et 170 000 ans. Là, on redébarque et on commence le projet Atlantide. Pour ce faire, quand on arrive, on a des hominidés présents hein, qui ont continué d'évoluer, de faire leur petite vie, mais ils sont, les hominidés qu'on a là, quand on arrive, on sait très bien que ce sont des êtres simples à qui, par exemple, on ne peut pas confier une tâche. On ne peut pas lui dire, bah, tiens, tu me prends les boîtes là, tu me les mets là. Pourquoi? Parce que ce sont des êtres naturels, ils vivent en petite communauté, bon, chassent, pêchent, bon, font des petites huttes, mais c'est des primitifs. Donc, première chose qu'on fait quand on arrive, alors là, je vous fais pas les détails, mais simplement on améliore. Tous ceux qu'on va prendre dans l'Atlantide, au fur et à mesure, ben, on va simplement recréer une souche plus perfectionnée. Les hominidés qui sont là, on va hybrider, on va mettre du matériel génétique plus sophistiqué, de façon à véritablement obtenir un être humain qui il peut suivre des directives, il peut faire des choses lui-même, on peut lui expliquer quelque chose, il peut apprendre. Donc, tout ça en opposition, je vous précise que tout ça est en opposition avec les âneries qui ont été récupérées par les Anunnakis. Il y a beaucoup d'écrits sur des tablettes sumériennes, des machins, des trucs qui définissent les Sumériens, enfin qui définissent les Anunnakis comme les créateurs de tout. Alors c'est absolument faux, c'est de la récupération et c'est de l'information falsifiée de façon à gommer les jardiniers de la Terre en fait de la planète Terre et d'accord en fait de prétendre que ce sont les Anunnakis ou d'autres peuples qui ont créé la vie sur Terre. En fait, ça n'a jamais été le cas. Enki, Enlil et tous ces connards d'Anunnakis n'ont jamais rien créé, ils ont toujours fait que détruire. Donc bon, on verra ça après dans d'autres vidéos. Donc là, nous, quand on arrive, on améliore la souche de façon à ce qu'ils puissent participer à l'Atlantide et avoir un mental. Là, on commence à faire grossir un peu le cerveau encore. La part animale, la part douce est conservée, la part paisible de l'individu est conservée, les gens sont toujours connectés, mais ont un cérébral qui commence à vraiment évoluer, et là ils sont capables de s'acquitter de tâches simples, mais quand même, en fait, ils peuvent comprendre tout un tas de choses, on peut leur confier des petits trucs à faire, et ils vont tout simplement pouvoir le faire. Donc là, on passe d'hominidés hyper basiques, les Cro-Magnons et compagnie, en fait, même les sapiens plus ou moins développés, mais en fait, on passe d'hominidés qui étaient simples à des hominidés qui sont capables de remplir des tâches un peu plus complexes. Donc là, ça c'est 150, 160 000 ans par rapport à aujourd'hui. Donc il faut rajouter 13 400 ans, puisqu'en fait on parle bien sûr toujours avant JC, après JC, donc on ne sait pas trop. Et c'est pas Jean-Claude, hein, non, c'est JC, hein, Jean Mouloud, c'est ça. Donc ensuite, début de l'Atlantide, donc en fait là, la civilisation, alors je vous ferai un détail beaucoup plus vaste, on va dire, des constructions aussi, je vous expliquerai où sont construits tout un tas de choses. Il y en a tellement que par contre ça va être hyper compliqué parce qu'il y a vraiment des morceaux d'Atlantide partout, on fera ça en plusieurs fois. Et j'expliquerai où a commencé l'Atlantide, la première cité, la deuxième, les trucs comme ça, où elles sont en ce moment et dans quel état elles sont. Donc bon, certaines sont très bien conservées puisqu'elles ont été
enfouis, pour être cachés. Donc voilà. Donc l'idée, comme on commence, il faut commencer par quelque part. Première étape, l'Atlantide, en fait, les jardiniers de la Terre arrivent avec un matériel faramineux, des cristaux, des choses, tout un tas de choses. On crée sur place énormément de choses de façon à techniquement positionner la lune de cristal. Ça, j'en reparlerai. Positionner la lune de cristal, positionner les pieds d'ancrage, et au fur et à mesure qu'on fait grandir l'Atlantide, positionner des pyramides qui feront des relais à chaque fois pour la lune de cristal pour descendre de l'ambiance de façon à ce que chaque ville soit alimentée par des bonnes énergies et qu'on puisse continuer à étendre l'Atlantide. Au début, il y a très peu de monde. Les hominidés sont, on va dire, très peu nombreux, et il y a une moyenne de 2000 jardiniers de la Terre sur Terre. Voilà, on est 2000, et 2000, 2200, et il y a un certain nombre d'êtres humains, mais c'est pas énorme. Jusqu'à maintenant, la nature n'a pas eu à se plaindre d'aucune dégradation. Donc, on commence à créer les plus grands, en fait, on crée des grandes structures, et on va dire, l'humanité, à un moment donné, quand on arrive vers 80 000 ans, donc à peu près la moitié de l'Atlantide, il y a 80 000 ans, on a à peu près... Ouais, là, on a commencé à recréer ça, oui, d'accord. On a à peu près 100 millions de personnes. Il y a 80 000 ans, on a 100 millions de personnes, ce qui est ridicule au jour d'aujourd'hui, on est plusieurs milliards, c'est pas mieux, mais bon, il y a 100 millions de personnes dans l'Atlantide et maximum 150 millions à l'extérieur, donc 50 millions qui jouent autour de l'Atlantide. Donc des hominidés qui n'ont pas forcément reçu de modification. C'est ça qui est à noter. Tous ceux qui rentrent dans l'Atlantide sont croisés, en fait améliorés. Tous ceux qui ne sont pas dans l'Atlantide continuent de vivre leur petite vie d'hominidés basique. Rencontrent parfois des Atlantes, évidemment, font du petit commerce, font des choses comme ça, on leur donne quelque chose, ils nous donnent autre chose, bon, voilà, il y a des échanges qui sont faits avec des tribus primitives, parce qu'ils voient bien qu'il y a des vaisseaux qui passent, il y a des trucs comme ça, donc ça les intéresse, et puis, au fur et à mesure, soit ils sont assimilés, parce qu'on va faire une nouvelle ville atlante quelque part, alors ville naturelle, bio, hein, c'est-à-dire on ne fait pas des villes avec du béton et des trucs comme ça, on fait des villes naturelles dans lesquelles il fait bon vivre, hein, c'est pas de créer des civilisations de crétins polluants, donc ça n'a jamais été le cas pendant l'Atlantide. Donc au fur et à mesure que ça avance, certains hominidés qui sont encore un peu en retard sont absorbés et sont absorbés dans la civilisation et évoluent, se croisent, et en fait on continue d'améliorer les choses. C'est pour ça que l'Atlantide, en fait, était génératrice de progrès tout le temps. Là où elle passait, elle améliorait tout. Donc, là, vers 80 000 ans, en fait, on a, en termes d'espèces, après des espèces qui n'existent plus aujourd'hui, on va dire, on a des marrons, c'est pas la souche africaine, c'est pas la souche hindoue, c'est des marrons qui n'existent plus. Elle a été modifiée, cette souche. On a des bleutés. Effectivement, à un moment donné, il y avait des êtres blancs bleutés. On a des reptiliens. Alors, des reptiliens, en fait, à cette époque-là, on commençait à avoir des reptiliens. On avait créé une souche reptilienne de gens tout à fait gentils et tranquilles. C'était pour commencer à pouvoir transférer, par exemple, un dragon dans un corps physique. On lui offrait la possibilité, un dragon, s'il voulait expérimenter la vie type humaine, il avait un corps type humanoïde avec un petit peu en fait, des souches reptiliennes dans sa génétique. C'était des personnes, ils étaient assez grands, c'était bien costaud, mais par contre, c'était absolument pas les reptiliens d'après, dont on parlera plus tard. Et aussi, à 80 000 ans, on commence à avoir ce qu'on appelle des hybrides. Alors, dans les hybrides sont des espèces qui ont été créées pendant l'Atlantide de façon à prévoir que certains jardiniers de la Terre, et même tous, en fait, vont passer de leur grand corps de 8 mètres, 7 mètres et compagnie, vont passer dans des corps plus petits. Et vont passer dans des corps qui ressentent des choses différentes. Parce que à chaque fois que les espèces ont été créées, en fait, c'était dans le but que, d'une part, on étend la société atlante, et d'une autre part, on prépare des corps de façon à ce par exemple, un dragon puisse s'incarner dans un homme,
Par exemple, un Pariès-Tyrannais de 7,50 m avec des grandes cornes, qui ne mange pas, qui ne boit pas, qui se régénère à la lumière tout le temps, qui ne vieillit pas, donc bon voilà, qui ne dort pas. En fait, on lui fait expérimenter une vie où il va manger, il va boire, il va ressentir la douleur, il va dormir, il va faire des trucs comme ça. Donc, ont été créés des hybrides. Alors, ce qu'on appelle les géants, hein, à une certaine époque, là, sur Terre, il y avait l'ère des géants. D'où venait-il, que faisait-il? En fait, ces hybrides étaient des géants moyens, hein, 3-4 mètres, et par rapport à certaines espèces de jardiniers qui plafonnaient à 8 mètres, 7 mètres. Donc, c'était des créatures légèrement plus petites pour que le jardinier s'habitue à un corps plus petit et avec des sens différents. Parce que certains jardiniers n'avaient même pas de corps. On va dire, sur le plan physique, ils étaient éthérés. Éthérés au point qu'ils traversaient les murs. Bon, ils étaient là, avec nous, ils nous aidaient, mais jamais pour prendre un petit caillou. Hein. Ils n'étaient pas capables, ils n'avaient pas ils pouvaient pas prendre le caillou. Ils pouvaient soulever le caillou par la pensée, si bon leur semblait. Ils pouvaient déplacer des objets par la volonté, des choses comme ça, mais ils ne pouvaient pas, en fait, participer à la vie de tous les jours. De ce fait, le programme Atlante, en fait, d'insertion dans la matière de certains jardiniers de la Terre, a créé des espèces capables d'abriter des jardiniers de la Terre, dans l'idée de s'habituer à la tridimensionnalité et aussi de s'habituer aux sensations de la vie ordinaire, la vie bébête. Le but a toujours été, en fait, de créer des souches qui vont pouvoir accueillir des jardiniers de la Terre dedans. Puisque l'idée de départ de l'Atlantide, c'était que les jardiniers de la Terre allaient faire leur expérience de descendre dans la matière au point d'expérimenter une vie d'être humain, comme la vôtre ou la mienne, et de ressentir des sentiments qu'ils ne ressentaient pas en tant que jardinier, de ressentir de la douleur, de la fatigue, du vieillissement, de la mort, chose que les jardiniers n'expérimentent pas, quasiment pas. Donc, le projet, c'était un monde où, d'un côté, il y aurait une civilisation humaine qui vit sa vie, et au fur et à mesure, des jardiniers de la Terre qui s'incarnent dans cette civilisation pour expérimenter. Bon, ce petit pépin, ils n'avaient pas prévu, on va dire, le petit problème de la faim. Bon, certains le savaient, d'autres, enfin certains, un très petit groupe savait qu'il y avait un pépin à venir, mais ça avait été relativement caché, sinon les jardiniers de la Terre, ils auraient dit « Oh là là, moi je vais peut-être pas participer, ça me paraît bizarre. » Donc bon, comme c'était des chiffres molles et qu'ils ne savaient pas, on va dire, ils avaient jamais souffert ou il leur était pas arrivé beaucoup de bricoles ou ils avaient oublié. Donc en fait, on leur a pas dit que ça allait être le merdier. Donc l'Atlantide continue d'évoluer. On arrive à peu près à 40 000 ans à partir d'aujourd'hui. Donc enfin 40 000 ans plus 13 400 ans. Donc là, à 40 000 ans, on a l'arrivée. Alors l'Atlantide s'est fortement développée, s'est accrue en taille, c'est-à-dire que ça a bâti un petit peu de tous les côtés. Donc d'un point de départ, on colonise tous les continents. Et la civilisation ne cesse de progresser et de grandir. Les hominidés qui vivent leur vie là, pareil, progressent. Il se passe des milliers d'années, ils apprennent tout un tas de choses, ils commencent à commander des sortes de petits ordinateurs avec des cristaux, des choses comme ça. Ils se servent de technologies très avancées, simplement par la pensée. Ils canalisent leurs pensées, ils arrivent à faire des choses, ils participent à l'artisanat, classique pour faire des objets, mais surtout ils participent même à bâtir. On verra ça plus tard dans d'autres vidéos. Ils participent au bâti, surtout sur la deuxième partie, là où on commence à décorer. Donc en fait, les humains progressent, mais on va dire sont plus avancés qu'aujourd'hui. Plus avancés, mais différents. C'est ça qui est amusant. Ils sont peut-être légèrement moins, ils sont pas agressifs. Pendant l'Atlantide, il n'y a aucune agressivité. Les vibrations empêchent totalement l'agressivité. Il faudrait avoir une énergie vraiment supérieure pour être agressif, entre guillemets, en vivant dans l'Atlantide. Là, les hommes qui sont là vivent dans une harmonie tranquille. Toutes les références au paradis, à l'Éden, à Bati, à Patin, ben, en fait, c'est l'Atlantide. Hein, c'est tout. Donc, tout le reste de l'histoire humaine est inventé, fabriqué, c'est des mensonges à l'état pur. Le paradis, l'Atlantide, et la chute, l'Atlantide.
Et en fait, bon, en gommant littéralement tous les souvenirs de ce qui s'est passé, on va dire, dans la période Atlante, ça permet d'imaginer tout un tas de conneries et de diriger l'humanité en disant mais non, c'était Adam et Ève, bien sûr. La pomme, le serpent, tout ça, quoi. Enfin bref. Donc, 40 000 ans, petit problème, des problématiques que sur le monde de Paris-Estiran entraînent la nécessité en fait de faire venir Isis et sa bande de crétins sur Terre pour les éloigner de Paris-Estiran parce qu'ils font beaucoup trop de bruit, ils sont beaucoup trop gênants. Donc, Monsieur Belzamis, qui est le commandant, on va dire, de l'expédition Terre, Atlantide et évolution de ce petit coin, en fait, prend ses ordres auprès ceux-là, on pourrait les appeler ceux qui voient l'avenir, et enfin ceux qui organisent, les organisateurs sur Paris-Estiran. Il y a des sages comme ça qui organisent, et l'un des sages lui dit bon, voilà, il faut absolument nous débarrasser de cette tumeur, il faut qu'elle se casse, elle nous saoule, on n'a pas le droit de taper dessus, on est des gentils, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appâter. Mais tout ça, en fait, c'est la source qui le veut. L'Atlantide doit chuter, pour qu'elle chute, il faut injecter de l'ombre. Il faut injecter une grosse quantité d'ombre. Vu la situation, c'est une civilisation brillante, dirigée par des jardiniers de la Terre de bon sens, donc il va falloir injecter un gros paquet de merde pour que ça foire. Donc ça, c'est prévu, c'est vraiment la source, c'est ce qu'elle dit, hein. Bon voilà, bon maintenant, allez, on va tout casser, maintenant qu'on a tout construit, allez, cassons tout, c'est sympa. Donc Isis fait son entrée. Je reviendrai sur les détails, les technologies utilisées. Hein, j'avais déjà dit, elle est passée par la porte des étoiles que Belzamis avait lui-même fabriquée. Enfin, et les Atlantes ont participé. Donc les Atlantes étaient capables d'exécuter, de mettre en place des technologies très avancées à cette époque-là. Et c'est là que la porte des étoiles, la fameuse légende de la porte des étoiles est intervenue. Il n'y en a qu'une seule dans le monde. Elle n'a jamais été trouvée. La seule chose qui a pu être trouvée, ce sont des références à une porte des étoiles. Et la seule chose qui puisse être retrouvée par les Illuminati, les francs-maçons et tout ça, c'est une référence au trou de verre, donc au déplacement instantané. Sachant qu'Einstein et Einstein, Rosen, Polanski, les trucs comme ça, là, ils avaient quand même, ils s'étaient dit, ouais, si jamais un jour on essaye, ça serait possible que, bon, faire des trous de verre, c'est possible. Donc bon, ils n'avaient pas tort, effectivement, on peut faire des trous de verre, on peut se déplacer d'un endroit à un autre. Après, il est beaucoup plus compliqué, par exemple, d'en rentrer dans une porte des étoiles et d'en ressortir en bon état. Et quand je dis très compliqué, c'est très compliqué. Surtout quand on vient de Paris-Estiran, c'est-à-dire qu'on vient à plusieurs univers d'écart. Donc, bon, imaginez le déplacement. Il ne faut pas perdre une molécule en chemin, il y a une technologie, là, c'est pas du toc. Ces concepts de la Stargate, bon, c'est pas comme dans Stargate dans le sens où il y a des portes partout, c'est le cirque et patati patata, mais on voit dans Stargate que, par exemple, est associé à la porte des étoiles les Égyptiens, les dieux égyptiens, parce qu'effectivement, ils arrivent par la porte des étoiles qui a été fabriquée. En arrivant, ils sabotent la porte, hop, et ensuite ils disent ah, c'est nous, on est méchants, on va tous vous niquer. Donc effectivement, quand ils arrivent, ils commencent à essayer de fomenter des plans foireux. Ils s'immiscent dans la société atlante. Au début, ils font mine d'être des gentils jardiniers de la terre, en fait tout à fait gentils, courtois et comme les autres en fait. Mais réellement, en fait, leur plan, c'est simplement de prendre l'Atlantide, de tuer tous les jardiniers de la terre qui sont pas contents et en fait de récupérer cette planète pour leur gueule. Bon. Le plan réel, en fait, qu'avait fait Belzamis avec celui son conseiller, c'était simplement de les appâter dans un monde florissant, de façon à ce qu'ils se disent ouais, chouette, on va récupérer, ça va être à nous. Donc, il était facile d'appâter des imbéciles, donc c'est ce qui a été fait. Bon, Isis, une fois arrivée, remplit sa mission d'ombre. Elle commence à infiltrer la gouvernance des jardiniers et des humains, et elle commence à essayer de créer des adeptes. C'est la période dont parle Edgar Cayce, où on a les fils de Bélia. Alors, nous, on a regardé Bélia, justement, parce que fils de Bélia, fils de 1, donc les fils de la loi de 1, unité, les jardiniers de la terre, et fils de Bélia. Alors, on a regardé qui était Bélia. Bélia était un petit bouquetin, bon, il s'appelait Bélia, comme Belzamis, et Belia,
Mais en fait, il n'a jamais rien eu comment dire, à faire dans cette histoire. C'est encore un phénomène d'inversion, c'est-à-dire qu'on choisit un individu qui fait partie de la lumière et on dit hop qu'il est de l'ombre. Donc en fait, comme ça, on dit qu'Isis elle est gentille, par exemple. C'est une technique sûre, en moyenne, comme à la fin, plus personne ne sait rien, tout le monde dit ah c'est le méchant Bélia, lui là, méchant. Bon, alors Bélia n'avait rien à voir là-dedans, c'était un jeune jardinier de la terre qui avait des cornes et qui s'appelait Bélia, c'est tout. Donc bon, voilà, c'était pas de sa faute en fait. Donc, et les fils de Bélia, c'était une inversion des concepts du bien et du mal, où on aurait pu dire les fils d'Isis. Mais là, elle était directement découverte. Donc, pour conserver une aura de respectabilité et de tranquillité, gentil Isis, et Aménophis, Trucophis et Bordelophis, donc toute la clique des dieux égyptiens, des pseudo-dieux égyptiens, qui étaient des jardiniers de la terre, issus de différents mondes, mais qui s'étaient associés pour faire un groupement d'individus absolument navrants et ombrés. Donc ça, on complétera, on va dire, le sujet. Donc, ils arrivent, et au début, ils s'immiscent, pendant 5000 ans, ils s'immiscent. Bon, ils ne font pas trop de choses, mais ils commencent déjà à faire chier le monde. Ils mettent un petit doigt partout, hop, ils s'étendent, ils fabriquent, à cette époque-là, en fait, ils fabriquent le Sphinx. Le Sphinx a été fabriqué entre moins 40 et moins 35, on va dire. Et là, mais par contre, c'est des gentils, ça va. Donc, il y a des jardiniers de la terre qui viennent bosser pour eux, des Atlantes. Il ne faut pas oublier que le Sphinx, en fait, en dessous, il y a tout un sanctuaire, en fait, qui est enterré de nos jours, mais qui à l'époque était découvert. Et donc ça, c'est un peu leur temple à eux. Le Sphinx, c'était donc la représentation d'Anubis, le quinquien, le clébard. Donc bon, c'était Anubis normalement qui était là. Bon, c'est tellement ancien que ça a donné un Sphinx. Bon, tellement ça s'est érodé. Ça a été resculpté par la suite. Donc là, bon, en apparence, tout va bien. Donc, comme beaucoup de jardiniers de la terre ne sont pas forcément au fait des manipulations, tout se passe dans un certain calme. Il y a une certaine hypocrisie qui commence à se mettre en place. Bon, évidemment, M. Belzamis regarde ça d'un œil en se disant « Ah, c'est bientôt le grand moment ». Et en fait, le grand moment, c'est quand Isis, en fait, elle sait très bien que pour prendre le pouvoir sur l'Atlantide, il faut qu'elle commence à tuer en fait les grands dirigeants. Il faut qu'elle élimine les grands dirigeants. De ce fait, elle tue le plus grand, Belzamis, celui qui gère littéralement l'Atlantide pour Paris-Estiran et qui est le responsable officiel de l'ensemble de cette création et d'ailleurs de la création en fait de la vie sur Terre. Donc celui-là, elle le tue, elle l'empoisonne, elle se dit oh, c'est bon, il va crever, on n'en parle plus, puis après on va le remplacer, puis on va commencer à fomenter. Donc, ça crée quand même un incident majeur, dans le sens où Belzamis, c'est quand même la figure de proue du navire de l'Atlantide. Donc là, certains grands savent très bien que ça va dégénérer, d'autres se disent « Oh, il est mort, bon, voilà ». Tout le monde n'a pas la même vision des choses. Beaucoup sont occupés à droite et à gauche, même si ça fait un très grand événement, puisqu'un jardinier de la Terre ne meurt pas, en gros. Il peut perdre son corps, s'il fait une connerie, il trébuche, il tombe d'une falaise de 300 000 mètres, ça fait qu'une crêpe. Mais on va dire, voilà, en moyenne, comme un jardinier de la Terre a une vision des choses à l'avance, jamais il met le pied là où il ne faut pas. Bon, là, Belzamis savait très bien qu'elle l'empoisonnerait, il a bu le poison tranquillement, il s'en foutait, il savait très bien qu'il ne mourrait pas. Donc, il fait mine de mourir, le petit gars, il change de corps, donc ça, c'est mon histoire à moi, c'est-à-dire que je fais soi-disant mourir mon corps, je suis stocké quelque part au Tibet, dans un endroit absolument introuvable, et de ce fait, je me réincarne dans un hybride. Hop, je prends un hybride, un corps bizarre. Notons que les hybrides, c'est aussi la période où les cyclopes, les géants bizarres, les choses comme ça, parce que certains hybrides sont faits avec un seul œil, certains hybrides sont comme ci, sont comme ça. Donc, les hybrides ressemblent un peu à tout et à rien. Certains hybrides n'étaient pas très beaux. Nous-mêmes, on a regardé, certains jardiniers de la Terre ont été incarnés dans des hybrides qui n'étaient pas beaux. Qui étaient rudimentaires. C'était vraiment des corps rudimentaires à employer un certain temps et ensuite on jette. Parce que le corps n'est pas fait pour vivre longtemps, c'est juste histoire de se faire à des conditions.
Donc là, Belzamis commence à s'incarner dans des corps, du coup il disparaît, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où il est, on ne peut pas savoir où il est. Et là, lui, il l'exploite, en fait. Il exploite le fait d'être peut-être là, peut-être là, peut-être là, on ne sait pas. Mais lui, il sait où il est. À cette époque-là, le système astral n'est pas encore pollué, et de ce fait, on va dire, quand Belzamis monte, il va dans le système astral, il redescend automatiquement, il prend un hybride, pouf pouf, et tout va bien, il ne perd pas sa personnalité, il sait qui il est, il sait ce qu'il fait, voilà, tranquille. Donc, le système astral n'est pas corrompu.